Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, sachez que depuis hier, si vous tombez malade à Bordeaux, eh bien, vous risquez d'être accueilli par des bénévoles, faute de soignants, faute de personnel. Depuis hier, la direction du CHU de Bordeaux a été obligée de recruter 2 bénévoles pour gérer l'accueil aux urgences. C'est le seul moyen trouvé par la direction pour continuer à travailler, dit-elle, et recevoir les patients. Il faut savoir que 40% des médecins urgentistes sont soit sur le départ, soit en arrêt de travail pour des burn-out notamment. Ça, c'est ce qu'a expliqué l'infirmier anesthésiste représentant du personnel Sud Santé Sociaux, Gilbert Mouden, hier. Et puis concrètement, ça veut dire que entre 17h et 22h, donc l'accueil sera géré par ces 2 bénévoles. Et après 22h, là, la situation vraiment s'empire. Les urgences pour adultes sont tout simplement fermées et remplacées par un interphone qui les redirigera vers un médecin régulateur du SAMU. Alors, à quel moment on va vraiment décider de réagir sur cette case de l'hôpital dont on parle régulièrement ici? À quel moment on va décider de soutenir vraiment nos soignants et de réinvestir intelligemment dans l'hôpital? C'est la question qu'on va poser à Pierre Schwab. Bonjour Pierre Schwab. Bonjour. Vous êtes infirmier aux urgences de l'hôpital Beaujon dans les Hauts-de-Seine et membre du collectif Interurgence qui, depuis le début, tire la sonnette d'alarme sur l'état de l'hôpital. Là, on arrive vraiment au paroxysme avec cette histoire à Bordeaux. Si vous voulez, ça fait 3 ans que le collectif Interurgence alarme sur la situation catastrophique de tension qui existe au niveau des urgences. Et aujourd'hui, les urgences ferment. Alors, on prend le cas de Bordeaux. C'est pas les seules urgences. Ça fait quelque temps que les urgences sont en train de fermer un peu partout sur le territoire national. Il y a encore les urgences d'Arles-Avignon qui vont devoir fermer ce week-end. C'est une épidémie de fermeture qui commence à toucher. Alors, le gouvernement nous explique que c'est parce que c'est des déserts médicaux. Là, on parle de Bordeaux. C'est une grande ville. Bien sûr. Et c'est l'hôpital en question Pellegrin, c'est 2/3 des urgences qui sont drainées sur cet hôpital-là dans la région. Oui. Donc, ça veut dire que là, la région a perdu la capacité de 2/3 d'accueil des urgences. Ce qui met très clairement la population, en tout cas à Bordeaux, en danger. Alors, bien sûr, c'est vraiment dangereux de considérer qu'aujourd'hui en France, on n'a plus d'urgence qui fonctionne normalement de nuit, mais même de jour. Parce que peut-être juste faire un point sur le fait que ce soit des bénévoles. Est-ce que vous en savez plus? Ce sont des bénévoles qui sont formés, qui viennent un petit peu du monde médical ou absolument pas? Alors, il me semble que c'est 2 bénévoles de la Croix-Rouge ou de la protection civile. Donc des gens qui sont plutôt, alors qui peuvent être des professionnels de santé. Après voilà, c'est des bénévoles. Je sais pas qui ils sont en l'occurrence personnellement, mais après voilà, ils travaillent déjà un petit peu dans le milieu de la santé ou en tout cas du transport sanitaire. Pas forcément sur la prise en charge. Ils n'ont pas forcément de connaissances particulières sur la prise en charge médicale ou paramédicale. Donc très clairement, on a affaire à ce qu'on appelle nous plutôt une sorte de délestage. On va trier les patients de façon à soit récupérer des patients qui viennent vraiment pour de la consultation, soit quand ça s'appelle l'urgence vitale, mais en tout cas pour redispatcher déjà entre 17h et 22h tous les patients nécessitant une hospitalisation par exemple sur notre structure. Parce que il faut savoir que quand même l'accueil dans les urgences c'est un point clé. Enfin, je veux dire, c'est essentiel, c'est très stratégique, on va dire pour la survie de la personne. Il faut bien apprécier l'état de la personne qui arrive aux urgences. Après, c'est le travail de l'infirmier d'accueil et d'orientation. C'est une formation spéciale. Ça demande un petit peu d'expérience, mais voilà, c'est le métier en soi. Mais il faut bien comprendre que là, on parle des urgences parce que les urgences, quand ça ferme, l'hôpital en fait a fermé sa porte d'entrée. Oui. Mais des fermetures de services, vous en avez quasiment toutes les semaines et ça se passe dans le plus grand des silences parce qu'en fait, à l'extérieur, ça se voit pas. D'accord. Alors moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment on arrive à cela aujourd'hui. On entend quand même régulièrement Emmanuel Macron se vanter de n'avoir jamais autant investi dans l'hôpital que sous son mandat. Comment alors, la réponse, je veux dire, investir, c'est pas la réponse. La question, c'est est-ce que l'hôpital est mieux aujourd'hui qu'hier? La réponse est non. Quelque chose d'investissement. Donc la question, c'est est-ce qu'il a investi au bon endroit et de la bonne façon? Oui, c'est une question parce qu'on voit quand même que mais seulement l'année 2020, 5700 lits ont été fermés et depuis la mandature Macron, je crois qu'il y en a plus, enfin il y en a plus de 15 000, je crois à peu près dans ces eaux-là.
Sur les chiffres, après, moi, je m'attache pas forcément aux chiffres. Moi, je vois qu'effectivement, il y a de moins en moins de lits, qu'il y a de moins en moins de services ouverts, qu'il y a de moins en moins de personnel et qu'aujourd'hui, au niveau des urgences, on a de plus en plus d'hospitalisations bancaires. Donc, nous, on voit les effets directement sur les patients, si vous voulez. On n'a pas besoin de chiffres. On voit directement qu'il y a... Bien sûr. Vous voyez bien que sur les patients... Alors, quels sont les effets sur les patients et sur les soignants qui restent sur place? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça se passe le quotidien? C'est un cercle vicieux, si vous voulez. Pour les soignants, ceux qui restent font le travail de ceux qui sont partis. Donc, au bout d'un moment, la charge de travail devient intenable et surtout, c'est des jours de repos qu'on n'a plus. C'est des heures et des heures à rallonge et c'est non-stop, c'est ce devoir de garantir la continuité de service. Donc oui, ça pousse les gens au départ. Aujourd'hui, ça explique les burn-out, si vous pensez? Bien sûr. Bien sûr, mais non, mais la réalité, c'est qu'est-ce que font les directions là-dessus? Elles changent absolument pas leur politique. La politique des directions aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes titulaires de notre fonction, mais pas de notre poste. Sous-entendu, vous êtes des pions. Si j'ai besoin de vous là, je vous envoie là. Si j'ai besoin de vous là, je vous envoie là. Donc non, on est toujours dans cette même relation de l'hôpital est une entreprise. Je rappelle, on a ce type de langage, on parle de service minimum. Ça sous-entendrait qu'il y a un service maximal. Il n'y a pas de service maximal à l'hôpital. Le service minimum, si vous voulez, les directions, leur objectif, c'est qu'il n'y ait pas un infirmier en plus que le service minimum. S'il y a des infirmiers en moins, ils ont des primes si c'est pas remplacé. Donc on joue là-dessus. On est là-dedans, on est dans ce même moule, si vous voulez, où plus l'hôpital fera des économies sur le dos des patients ou sur le dos des soignants, plus les responsables auront de l'argent parce qu'ils auront des primes, parce qu'ils auront fait un plan d'économie. Donc on est là-dessus. Vous parlez de quel responsable? Les directions directement. Les directions d'hôpitaux. Les directeurs d'hôpitaux, bien sûr, ils ont des primes si ils font appel à des remplacements pour leur personnel. Alors avant, ça marchait très bien pour eux, puisque voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur pour eux, parce que de toute façon, ils peuvent pas faire appel à des remplacements. Plus personne ne vient remplacer à l'hôpital. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les directeurs d'hôpitaux, il y a eu, vous pouvez peut-être nous raconter tout ça, mais il y a eu un changement en fait de mode de fonctionnement de direction d'hôpitaux. Aujourd'hui, les directeurs d'hôpitaux sont des administratifs. Oui, moi j'ai toujours connu ça. Oui, mais avant c'était des soignants. Oui, alors après aujourd'hui, vous pouvez mettre un médecin. Enfin, je veux dire, si vous lui donnez un chèque où il devra de toute manière fermer des lits. Voilà, ça peut être un médecin ou un administratif. Si on lui donne pas les moyens de travailler, ça changera pas grand-chose. On est quand même dans un moment où très clairement la question c'est est-ce qu'on va pouvoir rouvrir ces urgences-là? Et c'est la vraie question aujourd'hui. Parce que très clairement, plus ça va, plus en fait on va avoir des urgences qui ferment. Mais là, le vrai souci, c'est qu'il va falloir changer ce sens-là. Il va falloir les rouvrir, ces urgences. Et on n'est clairement pas du tout dans cette motivation. Mais est-ce que la volonté finale, finalement, de nos gouvernants, et là, on n'a pas seulement à pointer Emmanuel Macron, mais toutes les dernières gouvernances, je crois que l'hôpital entreprise, c'est depuis Nicolas Sarkozy, c'est ça, non? Oui, oui, c'est Nicolas Sarkozy qui a dit que le public était moins bien que le privé. Donc c'est à partir de là qu'on a cette philosophie où il faut favoriser le privé au public. Est-ce que oui, mais donc la question, puisque les autres les suivants n'ont fait qu'accompagner ce mouvement et l'empirer, dont Emmanuel Macron aujourd'hui. Est-ce que finalement leur volonté n'est pas de finir d'anéantir le service public de l'hôpital? Je vous propose quand même de réécouter. Ça montre quand même bien où on en est. Jean Castex en octobre 2020 qui parlait de la meilleure façon d'épargner l'hôpital. Écoutez-le. Bien entendu, une nouvelle fois, nous avons ensemble constaté que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Voilà. Est-ce qu'on n'en est pas arrivé à une conception tout à fait, on va dire, dérivée de l'hôpital, qui n'est plus là pour soigner les gens malades? Finalement, on préférait qu'il y ait bonnes malades ou ne pas les prendre en compte et surtout fermer le service public et arriver dans le privé. Ah oui, non, mais là, de toute façon, il n'y a pas besoin de remonter à Jean Castex, on peut remonter à Martin Hirsch, on ne fait pas du soin, on fait de la production de soins. Donc voilà, une entreprise, on fait du soin. Alors, Martin Hirsch, c'est quand même très intéressant parce qu'il nous a quand même fait... alors, il a quand même gagné la palme de la tartufferie parce que récemment, il a publié une tribune dans Les Échos, le 3 mai dernier, sur c'est le temps pour l'hôpital, le temps de la refondation. Donc, Martin Hirsch, rappelons-le, le patron du premier groupe hospitalier de France, l'AP
l'AP-HP, a proposé donc de revoir le statut des médecins, des paramédicaux, de modifier les modalités de leur rémunération et d'instiller plus de mobilité dans le système. Donc, il dit l'hôpital va mal. Est-ce que c'est pas un peu, décalé alors qu'il est à la tête des hôpitaux depuis 2013? Bon non, mais c'est le pompier pyromane. Je rappelle quand même que Martin Hirsch, c'est celui qui a fait passer en force une réforme sur l'organisation du temps de travail qui, à partir de là, en 2016, au niveau de la PHP, a conduit les gens à partir. Enfin, je veux dire, c'est lui qui a fait passer en force une arnaque où les gens perdaient 5 minutes de travail par jour et perdaient au final 3 à 5 RR par an. 5 minutes par jour, ce qui était vraiment, on savait très bien que c'était depuis le début une tentative d'économiser des postes. Ouais. Bon, voilà, aujourd'hui, il en paye cher. Mais Monsieur Hirsch est dans cette politique tout à fait. Enfin, je veux dire, il est le fidèle garant d'une politique de destruction du service public, ou en tout cas de transformation du service public vers un système, comme il le dit. Hein, le problème de l'hôpital public, c'est que c'est les statuts. En fait, c'est qu'il soit public. Donc oui, lui-même le dit très clairement. Il faudrait qu'il privatise l'hôpital public. En gros. Mais alors, parce que moi j'aimerais bien savoir, si on arrive, ils veulent privatiser l'hôpital public, soi-disant l'hôpital public n'est pas assez efficace aujourd'hui, alors que précisons-le, ce qui coûte aujourd'hui le plus à l'hôpital public, on a quand même plus de 30% d'administratifs, c'est-à-dire de personnel administratif qui sont là pour contrôler les soignants. Si peut-être on donnait un petit peu plus aux soignants et on faisait un petit peu plus confiance aux soignants qui sont sur le terrain, plus qu'aux administratifs qui sont censés encadrer ces soignants, dont les ARS, etc., on pourrait déjà peut-être revoir les choses autrement. Mais ce n'est pas le concept, en effet, de Martin Hirsch. Alors, si on arrivait à une privatisation, ce serait quoi le résultat, en fait, Pierre Schwab? Une santé, là, pour le coup, je vais dire une santé à deux vitesses, non, même pas. C'est-à-dire, c'est qu'il y aurait des personnes qui n'auraient clairement pas accès aux soins. Enfin, faut comprendre que dans le privé, alors il y a toute une partie qui est prise en charge par la Sécu, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, vous avez tout ce qui est en dehors des temps de consultation, donc tout ce qui est hors honoraire, comme on appelle ça, j'ai oublié le terme. Qui n'est pas pris en charge par les... Vous avez une chirurgie, vous allez payer. Vous allez payer l'IA, vous allez payer l'anesthésiste et vous allez payer le chien. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'on fait toujours plus d'économies sur le dos des hôpitaux, mais les impôts pour les Français n'ont pas baissé, et même ils ne font qu'augmenter. Donc on se dit, mais pourquoi toujours plus d'économies alors que nous, Français, nous contribuables, nous donnons toujours plus? C'est pas parce que vous donnez pas d'argent à l'hôpital public que vous en donnez pas à l'hôpital privé. Enfin, je veux dire, le fonctionnement on voit bien, par exemple, avec Orpea, on parle d'argent public, là. Ça doit être du privé lucratif. Les impôts serviront toujours pour la santé, Puisque à partir du moment où on en fait un business, la seule différence qui existe entre le public et le privé, c'est que le privé peut choisir ses patients. Oui. Le privé peut choisir quel type de patient il opère. Il peut choisir sa rentabilité. Le public n'a pas le choix. Oui. Le public doit répondre à un besoin. C'est ce qu'on appelle le service public. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que quand le privé n'a plus les capacités, moi je travaille à Beaujon, pas très loin de l'hôpital américain. Vous dire que l'hôpital américain des fois n'a plus les capacités de suivre les patients parce que la pathologie est trop lourde et compagnie, ils nous l'envoient. De toute façon, on va devoir trouver une solution. On peut pas, on a nulle part où l'envoyer derrière. Donc, on va devoir trouver une solution. C'est la seule différence qui existe entre privé et public. On ne joue pas du tout à la même, on joue pas à la même échelle. Pierre Schwab, pour finir, je voudrais vous demander, selon vous, où est-ce que vous voyez une lueur d'espoir, en fait, vous, dans cette situation-là, qui est quand même assez dramatique en France? Alors, actuellement, j'en vois pas. Non, très clairement, à l'heure actuelle, je n'en vois pas. Alors si, je vous dirais que si, par exemple, vous avez à Oloron, il y a eu la mobilisation de 2500 personnes sur cette ville. C'est une petite ville, mais quand on a dit que les urgences allaient fermer, 2500 personnes se sont soulevées pour défendre leurs urgences, qui n'ont pas fermé. Donc ça, c'est ma seule lueur d'espoir, c'est-à-dire c'est que la mobilisation populaire peut toujours changer les choses. Oui, le réveil citoyen. Oui, mais alors là, sans un réveil citoyen, très clairement, on va vers la casse totale de l'hôpital public. Oui. Et puis là, oui. Puis là, ça s'accélère très clairement. Enfin là, oui. On n'a jamais été aussi proche de l'effondrement, très clairement. À partir du moment où vous avez des urgences qui ferment, comme sur des gros hôpitaux, Orléans, Bordeaux, c'est pas tenable. Oui. C'est plus tenable. Oui. Pierre Schwab, aujourd'hui, quel est l'appel du collectif Interurgence? Quelles sont les premières mesures que vous demandez? Les premières mesures, déjà, c'est d'arrêter tous les plans de fermeture et de suppression de lits et de suppression de postes, en réalité, sur des plans possibles de fusion. La deuxième, c'est de reprendre les demandes qui avaient été faites par les professionnels. C'est-à-dire, c'est que nous voulons un ratio au niveau des soignants et des patients. On veut un ratio. On veut que dans les services de soins, ou en tout cas, il y a un minimum légal
de professionnels par patient. On doit être protégé par ça. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a pas de service minimum. C'est-à-dire, c'est qu'un médecin, un infirmier peuvent gérer un service de 40 patients. Légalement parlant, rien ne les arrête. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle le système dégradé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la norme, on est déjà dans le hors norme, et là, on risque de tomber dans la marge du hors norme, en fait. Ça fait très longtemps qu'on est dans un système de dégradé. Enfin, je veux dire, dans la prise en charge même des patients, on a une continue dégradation des soins parce que voilà, les SMUR sont en train de dégrader aussi certaines prises en charge parce qu'il y a de moins en moins d'accès à des prises en charge, ne serait-ce qu'au bloc opératoire. Donc maintenant, on raccourcit tout ça et on transfère directement aux urgences. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont en train de dégrader effectivement la qualité de prise en charge des patients. Silencieuse, insidieuse, mais le patient lui-même ne remarque pas. Mais si vous voulez, entre une prise en charge de 2 heures et une prise en charge de 7 heures pour un bloc opératoire, il peut y avoir de gros différences. À Nantes, par exemple, au CHU de Nantes, le temps moyen d'attente est de 8 heures aux urgences. Je voulais vous demander aussi quand même parce qu'aujourd'hui on voit que même Emmanuel Macron, je crois, sur TikTok, enfin il y a eu des appels pour mobiliser les nouveaux soignants pour que de nouveaux jeunes s'engagent dans la voie de la santé. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de recrutement. Il y a aussi beaucoup de soignants qui partent en arrêt maladie, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, il y a les non-vaccinés. Ça fait quand même un paquet de soignants qui étaient possiblement volontaires et qui aujourd'hui décident de ne plus venir à l'hôpital ou alors sont suspendus. Soyons très clairs, la pénurie dont on nous parle aujourd'hui de professionnels, en tout cas paramédicaux, c'est une vue de l'esprit, puisqu'en soi, jamais on a eu une diminution du nombre de diplômés à la sortie des diplômes, et on n'a pas eu 1 million de morts soignants pendant le Covid. Donc, en soi, c'est tous ces soignants qui sont partis, c'est qu'on les a fait partir. Alors, on les a fait partir parce qu'ils étaient pas vaccinés, on les a fait partir parce que les directions ont continué un management qui est toxique et qui est très clairement aujourd'hui, quand on écoute France Télécom, je pense que dans 10 ans, on sera exactement à dire la même chose et je pense que dans 10 ans, on fera un procès, il y aura un procès à l'État sur ce qui se passe actuellement sur les professionnels hospitaliers. Peut-être même on n'est pas très loin exactement de la même politique de France Télécom. France Télécom, c'est une politique de destruction du service public. On est en train de subir exactement la même chose. Et quand vous écoutez des gens de France Télécom parler, c'est quasiment la même chose que ce qu'on dit. Oui, tout à fait. Et la raison de tout ça, c'est toujours la même chose. Derrière, c'est faire du chiffre, éviter le service public, casser le service public et considérer que voilà, il faut arrêter alors pour l'hôpital, c'est le système revenir au système ambulatoire. Voilà, toujours plus d'économies sur le dos en fait de la mission première ici, la santé. Merci beaucoup Pierre Schwab. J'espère que la prochaine fois quand on vous aura pour une interview, les choses se seront arrangées. En tout cas, on a bien compris qu'il faut une mobilisation aujourd'hui citoyenne également. Donc moi j'appelle tous nos auditeurs aussi à s'intéresser à ces sujets-là. Pourquoi pas réagir, pourquoi pas prendre contact avec le collectif Interurgence. Je ne sais pas si vous organisez des manifestations régulièrement, le collectif Interurgence, Pierre Schwab. Il va y avoir une prochaine manifestation là, le 7 juin. Parce que effectivement, là, on ne peut pas, on peut pas ne rien faire, quoi. C'est-à-dire, c'est que là, il y a un délitement tel qu'on doit réagir et on se doit de rester présent, en tout cas sur le terrain des mobilisations. Voilà, donc il faut que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, en fait, cela nous concerne tous. C'est votre santé, notre santé. Aujourd'hui, ce sont les services d'hôpitaux, les urgences qui ferment et donc aucunement de solution pour être soigné en urgence si vous tombez malade, tout simplement. On arrivera donc à la célèbre phrase de Jean Castex, que la meilleure façon d'épargner l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade. Malheureusement, ça ne se décide pas. Donc, tentons et mobilisons-nous. Merci beaucoup, Pierre Schwab. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.